Coucou les amis, c'est Florence, je vous retrouve pour une autre comparaison de decks. Aujourd'hui donc je compare 6 jeux à l'ambiance vintage et le principe de ces vidéos de comparaison côte à côte, c'est de montrer que derrière une certaine étiquette, par exemple l'étiquette de jeu vintage, eh bien les jeux vont avoir des énergies différentes et donc le fait de les voir côte à côte, bah, ça fait ressortir un petit peu cette ambiance différente qu'il peut y avoir d'un jeu à l'autre. Donc, je vous présente les jeux de gauche à droite. Donc, je commence par ce qui est en haut, là, ici. Il s'agit du Fyodor Pavlov Tarot, la version mass market publiée chez US Games. C'est un jeu qui est sorti cette année. Il était au prix de 46 €, donc ce qui est plutôt cher pour du mass market. Celui-ci, il s'agit du tarot de l'illumination vision éthérée de Matt Hughes dans sa version française sortie chez les éditions Exergue, mais c'est une collaboration avec US Games. Ensuite, en haut, pour référence, et puis parce qu'il a un look classique évidemment, le Tarot Rider-Waite. Donc j'ai choisi la version Centennial Edition de chez US Games, qui sert souvent de référence. Ensuite, ici, il s'agit du Terra Volatile Tarot. C'est un jeu auto-publié de Credo Quia Absurdum. C'est un jeu qui vient du Portugal. Vous avez ici le site web. Et donc, celui-ci était au prix de 56 €, frais de port compris. Voilà. Ici, il s'agit du jeu que j'ai créé. Donc, c'est le Dreams of the Past Tarot qui est disponible sur Make Playing Cards en impression à la demande. Avec les frais d'envoi, au total, vous en aurez pour 50 € dans le format tarot. Et ici, le dernier jeu, c'est le jeu Tarot of Mystical Moments. Donc, c'est la version en anglais de chez US Games, mais il est récemment sorti en français. Et donc, pour celui-ci, il faut compter environ, je ne sais plus, entre 26 et 30 €, on va dire, à peu près comme celui-ci. Et celui-ci est à 24,90 €. Voilà, je ne sais plus si j'avais donné le prix. Donc, ce sont tous des jeux vintage en quelque sorte. Celui-ci, évidemment, puisque c'est le Rider-Waite qui a été créé en 1909, mais avec une patine en plus un peu jaune, un peu sépia, qui va encore renforcer le côté vintage du jeu. Celui-ci, c'est l'imagerie du dessinateur qui fait penser un petit peu aux illustrations du début du XXe siècle. Il y a un côté un petit peu Gibson Girls, je trouve, au niveau des illustrations, et en même temps quelque chose un peu à mi-chemin des fois avec l'art nouveau aussi, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je l'ai mis voilà, au-dessus de celui-ci, qui est de style donc art nouveau, en tout cas pour l'inspiration. Voilà. Pour celui-ci, on va retrouver un côté à mi-chemin entre la peinture et la gravure, mais avec souvent des ajouts d'éléments un petit peu étonnants, donc soit des formes géométriques ou des fois certains objets aussi qui peuvent être ajoutés, voilà. Celui-ci a une particularité, il y a une suite supplémentaire que je n'ai pas sortie parce que je vais comparer les cartes qui sont comparables. Mais voilà, il y a une suite alchimique en plus des 4 suites habituelles des coupes, bâton, denier et épée. Ensuite, celui-ci, bah, c'est un jeu que j'ai créé à partir de tableaux de peinture. Voilà, donc évidemment, ça donne un côté vintage. Et j'ai fait exprès de regrouper ceux-là ensemble parce qu'on retrouve ce côté un peu tableau dans les 3 jeux. Celui-ci aussi avec l'art de... Comment elle s'appelle ? De Catherine Wellstein. Sauf que voilà, c'est du photomontage, donc sur ces deux-là, oui, il y a un côté vintage, mais avec un petit twist de modernité. Celui-ci, il y a aussi un petit twist de modernité parce qu'on est dans un jeu queer. Donc au niveau de la représentation de certains corps, certains personnages, les couples, etc., on va avoir des choses un petit peu différentes. Voilà. Donc c'est parti.
En termes de carton, on va être sur du papier linen finish sur ces 3 jeux-là. C'est-à-dire qu'on a une sorte de trame, vous voyez, qui s'imprime dans la carte. Et je trouve que ça marche bien avec ce genre de jeu, ça renforce l'effet peinture. C'est le cas également sur mon jeu, vous voyez. Voilà, donc on a vraiment l'impression d'avoir une petite toile en face de soi. Et c'est également le cas sur celui-ci. Je crois que c'est le premier jeu de US Games qui emploie ce type de cartonnage. Sur celui-ci, on a un fini mat très doux et on a, vous voyez, des inserts de doré. Celui-ci, on a un carton plutôt mat, également, doux, agréable, flexible. Et sur celui-ci, c'est le seul qu'on a en carton brillant. Voilà. Donc ce sont toujours des petites choses à considérer. Ces 3 jeux-là, vous pouvez les trouver en version française. Et les autres, par contre, ne sont qu'en version anglaise. Ces 2 jeux-là, vous pouvez les trouver en version format mini. Voilà, ce qui n'est pas le cas des autres jeux. Je continue avec la tranche. Donc on a 2 jeux qui ont une tranche particulière. Donc c'est celui-ci, le Fyodor Pavlov et le Tarot of Mystical Moments. Donc il y en a un qui va plutôt sur du doré, l'autre sur de l'argenté. Et on va regarder les dos des différents jeux en termes de coloris et d'ambiance. Alors je vais les laisser comme ils sont. Je vais simplement retourner juste la première carte. Ce sera plus facile. Donc on a un dos comme ceci pour le Fyodor Pavlov. On remarque qu'on a de l'incrustation de doré dessus, ce qui est plutôt sympa. En revanche, on a le US Games ici qui gâche un petit peu ce dos qui est pourtant joli. Ici, voilà, on a le classique comme ça, qui est très élégant, je trouve. Là, c'est sur le mien, je suis partie sur un dos comme ceci. On a des couleurs différentes sur la version mini et sur la version anglaise, au niveau de la couronne et de la rose au milieu. Voilà pour le tarot des visions, tarot de l'illumination, vision éthérée. Ici, c'est pour le tarot volatile, donc on part sur quelque chose de très mystérieux, très alchimique. Et ici, voilà, pour le tarot of Mystical Moments, on a aussi US Games, mais inséré de manière plus discrète grâce au motif sur le dos. Voilà, donc on voit que les verts de gris, les bleus sont quand même des couleurs qui reviennent pas mal dans les jeux un petit peu vintage. Et c'est parti donc maintenant pour la comparaison côte à côte. Vous n'hésiterez pas à me dire là où va votre préférence dans ces jeux. Évidemment, moi je les apprécie tous. Voilà, donc c'est parti, on commence avec le fou. Donc je trouve ça intéressant de garder quand même celui du Rider pour comparaison, pour voir quel jeu s'éloigne le plus ou pas de l'illustration traditionnelle. Voilà, donc ici on a une posture un peu similaire. Et puis, voilà. Là on a une inspiration un petit peu du Tot. D'ailleurs on dirait avec le crocodile. On continue avec le magicien. Alors oui, le fou, pardon. J'avais pas précisé, il y a deux fous. Il y a un fou homme ou femme dans le Terra Volatile. Voilà. C'est un jeu qui propose pas mal d'alternatives. Continue avec le magicien. Voilà, donc je pense que celui qui s'éloigne le plus de l'imagerie du magicien, c'est celui-ci. Dans le mien, je vous propose 2 versions d'ailleurs du magicien. Ici, on retrouve un peu le mouvement qui dirige l'énergie avec la baguette. Et ici, on a plus l'idée de mélanger les différents outils qu'on a sur la table. Voilà. On va passer à la grande prêtresse.
Donc voilà, une carte que j'apprécie beaucoup pour son côté mystérieux. On a quelque chose d'assez similaire comme ambiance dans ces deux jeux-là. Vous pouvez le remarquer. Ici, on a quelque chose d'assez original. On va voir que c'est un jeu qui s'éloigne pas mal et qui a un côté plus onirique que les autres. Voilà, il sort des sentiers battus, hein. Il apporte une certaine originalité, mais avec une petite touche de vintage. Et ici, on est plus sur une représentation un peu type Marseille, parce qu'elle fait davantage penser à la papesse, je trouve. Voilà. On continue avec l'impératrice. Voilà, je trouve qu'ici, on a une représentation un petit peu similaire avec cette couronne et puis on a le blé ici hein, qui revient comme sur la carte. Ici aussi, on a une représentation de l'impératrice dans la nature. On retrouve les étoiles au niveau de la couronne. Par contre, on a une version un peu plus sexualisée. Ici, voilà, on a quelque chose de très joli également. Ici, on est dans un style différent visuellement, mais on retrouve pas mal des codes de l'impératrice. Et ici, on a quelque chose de plus symbolique avec l'idée de fertilité, de mère avec le bébé ici, et puis les fleurs pour voilà, au niveau du montage. D'ailleurs, hop, je précise qu'ici, il y a deux concepts pour l'impératrice. On a la carte de l'impératrice et de la fertilité. Voilà. Deux facettes, on va dire, de la même carte. On continue avec l'empereur. Hop. Alors, le jeu Tarot of Mystical Moments nous présente deux versions de l'empereur. Personnellement, je trouve les deux intéressantes. Voilà. Alors, le rouge est une couleur qui revient souvent hein, dans la carte de l'empereur. Voilà. On passe au hiérophante. Voilà, qui représente l'apprentissage, le pouvoir spirituel, l'enseignement, les traditions. Voilà, donc on a quelque chose d'assez semblable au niveau de l'énergie dans ces cartes. Vraiment, celui-ci se distingue, je trouve, par rapport aux autres. Ce qui sera souvent le cas quand même, parce que c'est le moins traditionnel, on va dire, dans ces représentations. On passe à la carte des amoureux. Alors, on a des choses assez différentes sur chacun de ces jeux. Donc ici, on a le côté queer hein, qui fait son apparition avec des couples transgenres hein, des deux côtés. Ici, on a quelque chose un petit peu plus dans le côté passion amoureuse, là également. Ici aussi, on va dire, mais on a un collage assez original. Ici, évidemment, c'est le classique. Et là, on a une interprétation qui se rapproche davantage du Marseille avec l'idée du choix entre deux épouses différentes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On continue avec le chariot. Donc vraiment une idée de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré une carte de trop, je crois. Ouh. Ah non. Je me suis... Non. Mais si, c'est ici. J'ai retiré une carte de trop, je pense. Oui, j'ai sauté le chariot. Voilà.
Donc ici, on a quelque chose d'assez similaire hein, dans l'ambiance, là aussi, finalement. Celui-ci dénote un petit peu parce que on n'a pas la même idée d'efficacité. On a quelque chose de plus immobile, quoique ici, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mouvement non plus dans cette carte du chariot par rapport aux autres. Mais ici, on a vraiment une atmosphère un petit peu différente, je trouve. Alors, on continue avec la force. Alors, tout de suite, on peut voir quand même que ce jeu, le Terra Volatile, a quand même une ambiance plus sombre que les autres, peut-être un petit peu plus effrayante, un peu plus brutale dans ses illustrations. Celui-ci a une énergie plutôt très douce et plus printanière sans doute. Voilà, donc c'est assez intéressant à comparer. D'ailleurs, il y a deux versions de la force également. Il y a la force et la fortitude. Voilà, mais évidemment, au niveau de la composition de l'image, celle-ci sera plus proche, on va dire, de la carte habituelle de la force. Je continue avec l'ermite. Voilà, donc traditionnellement, l'ermite est représenté par un vieil homme isolé avec sa lanterne. Et donc, on a deux exceptions ici où on a une femme plutôt à la place. D'ailleurs, vous remarquerez que ce deck-là présente majoritairement des personnages féminins. Voilà. Et celui-ci, comme c'est un jeu queer, il s'amuse un petit peu à changer le genre des personnages. Donc, on peut avoir des changements comme ça qui apparaissent de temps en temps. Voilà. Nous continuons avec la roue de fortune. Voilà. Ensuite, la carte de la justice. Alors, je vérifie si elle est numérotée pareil dans tous les jeux. Alors, ici, la justice était numérotée en 8. Hein, donc, dans ce jeu, la force est inversée par rapport à la justice. Voilà, donc il y a plusieurs points où il suit peut-être un petit peu plus le Marseille. Voilà, il y avait dans la représentation des amoureux, la représentation de la grande prêtresse et puis la numérotation de la justice. Mais voilà, pour des fins de comparaison, je les ai classés dans le même ordre. Voilà. Continue avec le pendu. Donc, mon pendu est le seul qui a la tête en haut. Clairement, ici, on est plus dans l'idée de sacrifice et de patience, d'endurer une situation inconfortable. Bon, là également, hein, bien sûr. Mais voilà, on n'a pas toujours la même vision. Hein, ces trois-là montrent quand même quelque chose de moins dramatique, on va dire. On continue avec l'arcane de la mort. Voilà, donc 4 arcanes où on retrouve le squelette, évidemment. Hop, ici, je vous les montre aussi. Hein, voilà. Et puis ici, on est parti sur d'autres représentations. Donc ici, c'est le mythe d'Icare. Et puis, voilà, ici, il y a un aspect mort et renaissance.
Hop. Je suis en train de me rendre compte que je ne remets pas toutes les cartes dans le même sens. Alors, je me permets de prendre une petite minute, voilà, pour remettre les choses bien comme il faut. D'ailleurs, la carte de la mort, oui, je me permets. Ici, il y a deux versions. Donc, il y a vraiment la mort avec la faux. Et puis, le côté renaissance avec justement, comme dans le tarot of Mystical Moments, des choses qui repoussent à travers les côtes. Voilà. Mais voilà, quand je vous dis qu'il a un côté beaucoup plus sombre, celui-ci, dans son atmosphère. Pardon, hop. Que je retire les bons. On continue avec Tempérance. Donc, évidemment, Tempérance qui est représentée par un ange. Donc, on va retrouver l'ange dans ces 4 jeux-là. Ici, j'ai davantage utilisé le symbole des flux d'eau, voilà, qui passent d'une coupe à l'autre. Et ici, on a davantage quelque chose basé sur l'atmosphère, voilà, de tranquillité, d'apaisement, de paix, de la tempérance. Voilà. Celle-ci, tout à fait spectaculaire avec le doré, c'est très joli. On continue avec le diable. Alors, là encore, des versions assez différentes. Les plus proches vont être ces deux-là, finalement. D'ailleurs, on a 2 versions du diable. Hop et hop. Mais je trouve celui-ci ressemble peut-être... Oh, quoique. Dans les 2 cas, je trouve que qu'il ressemble un petit peu à celui-ci. On va dire que ce sont les plus proches. Voilà. Et ensuite, celui-ci également, on retrouve un peu la même forme de visage. Et puis là, on a des choses un petit peu différentes. Celui-ci m'évoque davantage le personnage de Pan que le diable. On a des personnages ici que j'avais pas remarqué jusqu'ici, qui sont en bas. Là, on a davantage... bon, c'est Lilith, mais on a l'idée de tentation avec le serpent. Voilà, et puis celui-ci avec l'idée de quelque chose de toxique et de séducteur à la fois. Donc un petit peu le même concept que sur celui du Dreams of the Past. La tour, voilà, donc partout on retrouve ces éclairs, sauf ici où c'est plutôt quelque chose qui ronde de l'intérieur. C'est intéressant aussi, je trouve, comme concept. Voilà, hop. Hop. Et puis la tour, donc on a deux versions. On a la tour classique et puis Hubris. On voit une tour en arrière-plan, l'éclair et le personnage en train de chuter. Voilà. On continue avec l'étoile. Voilà, voilà. Passe à la carte de la lune. Voilà. Alors celle-ci est peut-être la plus différente car la lune est presque imperceptible. Elle est juste ici. Et ensuite, il y a comme une petite pluie de paillettes qui tombe de la lune. Alors peut-être voilà, qui nous influence, etc. Mais elle est plus discrète sur cette carte. C'est assez intéressant à remarquer. Celles-ci vont être les plus proches du dessin original. On va retrouver le chien qui aboie à la lune. Voilà. Et concernant la lune, on va retrouver aussi une deuxième version qui s'appelle le labyrinthe dans ce jeu. Voilà.
continue avec le soleil, donc carte généralement très lumineuse dans le tarot. Voilà, donc ici on retrouve le bébé, c'est la seule version où on retrouve le bébé. Voilà. Ici on retrouve les tournesols. Ici aussi dans la guirlande on en retrouve un petit peu, là également. Là on ne les retrouve pas vraiment par contre, et là voilà, on ne les retrouve pas non plus. Voilà. On continue avec le jugement. Voilà, avec une ambiance un petit peu différente. On retrouve l'idée de souffle, d'appel avec ici ces rayons qui viennent d'en haut. La trompette, évidemment. Voilà, on a une version un petit peu différente dans ces cartes. Alors, hop, je vous compare ceux qui vont un petit peu ensemble en termes d'esthétique. Et on termine pour les majeurs avec le monde. Voilà. Finalement, je trouve que celui qui s'en éloigne le plus, ce serait celui-ci. Voilà. Et celui-ci, on a deux versions. On a le monde et l'univers. Voilà, mais celui-ci, je le trouve intéressant aussi parce qu'on a cette forme ovale hein, qui l'entoure. Et puis cette touche de violet aussi qui, je sais pas, pour moi, va bien avec la carte du monde. Voilà. Et on démarre donc avec l'as de bâton. Donc sur les 4 premiers, quelque chose de très classique finalement avec la main qui tient le bâton. On a quelque chose de très feu hein, dans l'énergie ici, avec les braises et la fumée noire. Hein, c'est assez intéressant. Ici le feu est suggéré par les lignes, mais voilà, il n'est pas aussi agressif quelque part. Voilà. Ici, on a davantage le bâton comme prise voilà, de pouvoir, de décision. Et ici, comme inspiration, idée qui jaillit. Voilà. On continue avec le 2 de bâton. Donc, voilà, différentes versions. Je vous montre toujours ceux qui sont un petit peu de style similaire, en tout cas un peu peinture. Hein, ces deux-là, même si on peut les rapprocher avec un côté un petit peu début du XXe siècle au niveau du style d'illustration, malgré tout, l'ambiance est très différente de par l'utilisation des couleurs. On continue avec le 3 de bâton. Voilà. Continue avec le 4. Voilà, celui-ci, c'est le seul sur lequel on ne voit pas vraiment de personnage en train de célébrer.
Continue avec le 5. Voilà, celui-ci, on semble avoir quelque chose de plus réfléchi que les autres illustrations. Dans celui-ci, il y a deux versions du 5 de bâton. Il y en a une plus gentillette que l'autre, on va dire. Celle-ci est beaucoup plus énervée. On passe au 6 de bâton avec l'idée de réussite, de victoire. Voilà, donc ici on a un chevalier triomphant qu'on va retrouver également ici. Ici, on voit les personnages qui l'acclament, qui lui jettent des fleurs. Ici aussi, on retrouve les lances qui se croisent au-dessus, les lauriers. Et donc sur celui du bas, on a aussi ce côté triomphant, mais vraiment dans une ambiance beaucoup plus sombre. Et celui-ci, on retrouve un petit peu moins, on va être honnête. On continue avec le 7 de bâton, avec l'idée de se défendre, de défendre sa position, défendre ses... d'être oui, sur la défensive aussi. Voilà, donc au niveau de la posture, on va avoir quelque chose d'assez similaire dans cela. Celui-ci aussi, on a l'idée de personnage qui est en hauteur, qui se défend contre ce qui vient du contrebas. Et ici, on a quelque chose d'assez différent, voilà, qui vient perturber un petit peu notre lecture habituelle. Voilà, on continue avec le 8 de bâton, hein, qui représente l'arrivée de messages, quelque chose qui va vite, quelque chose qui est lancé, qui va bientôt donner quelque chose, des résultats. Voilà, donc ceux-là, on est plutôt classique avec les bâtons. Ici, ce qui est un petit peu... donc on a souvent des bâtons qui viennent du côté plutôt vers le bas. Ici, ça monte vers... ça monte plutôt que de descendre. Et puis ici, on a quelque chose d'un petit peu différent encore. Voilà, mais qui est assez intéressant aussi, je trouve. Voilà. Alors, là, donc j'avais choisi cette carte du sabbat parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'agitation. Ça vole un peu dans tous les sens, un petit peu comme les bâtons. Voilà, puis ils sont sur des balais. Donc ça me plaisait assez pour faire le 8 de bâton. Continue avec le 9 de bâton. L'idée qu'il va falloir tenir encore un petit peu. Voilà, donc les plus ressemblantes évidemment sont ces trois-là, voilà, qui sont très similaires en termes de composition, on va dire. Et puis voilà, ici des choses un petit peu différentes. Bon, ici on a quand même l'impression que il va falloir tenir encore, qu'il y a eu quelque chose d'épuisant. Hein. On termine avec le... Ah, et pardon, et ici. Voilà. Un petit peu différent dans l'ambiance. On termine avec le 10 de bâton. Voilà, donc on a ici on a une charge un petit peu différente. Hein, voilà, on a l'idée qu'on fait sa responsabilité, qu'on fait son travail. On a fait peut-être un long travail, mais on a un peu moins le côté très fatigant peut-être que sur certaines cartes. Et ici, on a le personnage qui est courbé sous le poids de tout ce qu'elle a sur le dos. Voilà, mais en même temps, ce sont des fleurs. C'est assez intéressant.
On continue avec le page de bâton. Alors, on a 2 jeux, on est parti sur le côté créatif, voilà, que des musiciens. Voilà. Celui-ci est assez... on voit qu'il est plus jeune comme personnage que les autres on va voir de la série, mais assez inquiétant quand même. Une énergie feu un peu inquiétante dans ce jeu. Voilà. Le côté très curieux, aventurier ici. Voilà. On retrouve le côté observateur. Voilà. Allez, c'est parti avec le cavalier de bâton. Donc, un des plus énergiques, on va dire, avec le cavalier d'épée. Voilà. Alors, la reine de bâton, qui pour moi est souvent la reine la plus séduisante physiquement. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le Fyodor Pavlov, où c'est la moins séduisante pour le coup. On a vraiment le côté séduction ici. Hop. Avec cette tunique quasiment transparente. Un côté très ethnique sur cette série des bâtons d'ailleurs, dans le Terra Volatile. On continue avec le roi de bâton. Donc ici, c'est le seul jeu où on a une version féminine du roi de bâton. Alors on a 2 alternatives. Celui-ci, on retrouve bien celui qui rallie les autres à sa cause. C'est le côté un peu qui m'aime me suivent, etc. Je pars devant et je motive les troupes. Ici, c'est un petit côté reine Élisabeth Ier d'Angleterre, voilà, qui était une reine, mais qui a dû jouer le rôle d'un roi dans sa vie. Voilà, donc je la trouve intéressante. Ouais. On continue avec l'as de coupe. Donc, sur ces deux-là, ces trois-là même, bon, 4, 2, 3, 4, on retrouve la colombe avec la coupe. Hein. Hop, hop. Ici, là, peut-être que ce sont des colombes également. Voilà. Ici, on a une version un petit peu différente. Voilà. Continue avec le 2 de coupe. Alors celui-ci, c'est le seul où on ne voit pas les personnages, donc on a un peu moins le côté romantique qui peut parfois être retrouvé dans le 2 de coupe. Alors celui-ci propose plusieurs alternatives. Voilà, en fonction du type de couple. Donc, on a 2 couples de même sexe et un couple mixte. D'ailleurs,
on retrouve le caducée, comme ici. De coupe. Alors celui-ci c'est peut-être la carte qui dénote le plus dans le jeu. On est sur un look tout à fait différent des autres illustrations. Je trouve qu'elle dénote un petit peu. C'est pas trop ma préférée celle-ci. Voilà, ici je trouve qu'on a quelque chose d'assez similaire au niveau de l'ambiance. Je ne vous ai pas fait bouger. Voilà, il y a le 3. On passe au 4 de coupe. Alors je trouve que celui-ci est dans un mood vraiment différent des autres. On a quand même vraiment l'impression qu'il s'embête bien hein, dans toutes les cartes. Limite qu'ils n'ont pas trop le bon râle, mais lui il a l'air juste d'être en pleine méditation. Donc on a voilà, quelque chose d'un petit peu différent. On continue avec le 5 de coupe qui représente la perte, les regrets, la mélancolie, le deuil. Le fait de rester bloqué dans le passé. Je vous remonte un tout petit peu l'écran, voilà. D'ailleurs, ici, on a quelque chose assez similaire au niveau de la posture, je trouve. Ah, c'est intéressant. Très très beau les couleurs sur celui-ci. On passe au 6 de coupe qui nous ramène à l'enfance, l'enfant intérieur, l'insouciance. Le fait de jouer avec l'autre. De partager un moment intime, des souvenirs, etc. Donc, évidemment, ces deux-là, je les trouve assez proches. Et ensuite, voilà. Et un peu différent. On peut imaginer que c'est le même personnage plus jeune et adulte. Continuons avec le 7 de coupe qui nous parle parfois de choix, d'idéaux élevés, d'illusions. Voilà, on peut avoir différentes significations. Évidemment, c'était dur de trouver quelque chose comme ça en peinture, donc je suis partie plus sur le rêve, l'imagination, l'illusion. Voilà, qui serait peut-être plus comparable avec celui-ci au niveau de l'ambiance. Ces deux-là, je les trouve assez similaires au niveau de la pose du personnage. Et voilà. Le 8 de coupe, avec l'idée de partir, de s'en aller, d'aller en quête de quelque chose de nouveau. Une petite originalité ici, on a deux personnages au lieu d'un. Voilà, ces deux-là sont assez similaires dans la composition d'image. Je rapprocherai bien ces deux-là ensemble aussi. Et puis là, voilà, on a des choses un petit peu différentes. Le 9 de coupe,
Voilà. Alors, je trouve que les trois plus proches sont celles-ci. Dans mon jeu, j'ai essayé de rester assez proche de la tenue du personnage, en fait. Vous voyez? Hop. Et là aussi, je trouve qu'on a un peu la même ambiance. Alors, pas représenté dans le même style, mais voilà, c'est un peu le même style. Enfin, un peu la même idée. Donc là, on a quelque chose d'assez différent sur ce 9 de coupe. Là aussi, on a l'idée de la table, quand même, du plaisir, etc. Mais quelque chose de plus masculin pour le coup. Le 10 de coupe. Alors évidemment, je n'allais pas faire de photomontage quand j'ai créé le jeu pour ajouter l'arc-en-ciel. Donc, on n'a pas l'effet d'arc-en-ciel dans celui-ci. On ne voit pas les coupes. Mais il suggère l'idée de moments agréables en famille, etc. Voilà, donc je vous montre les trois qui sont un petit peu... Voilà, style peinture, style ancien. Hop. Et puis... Voilà, ces trois-là. On passe donc aux pages de coupe, qui est très sensible. Et je trouve que ça ressort pas mal dans plusieurs de ces illustrations. Il y a beaucoup de douceur dans ces dessins du page par rapport aux autres. Et je trouve que celui-ci a aussi quelque chose de très sensible et très doux dans sa représentation. Ici, on a davantage le côté artiste. Et puis là aussi, je trouve qu'on a cette innocence, cette sensibilité dans ces cartes-là. On continue avec le cavalier de coupe, que je vois un petit peu comme le chevalier servant voilà, au service des autres. Voilà. Voilà. Continue avec la reine de coupe. Donc une reine très douce, on va dire, sur ces trois jeux-là. Un peu plus dur peut-être sur les autres. Voilà, donc je vais vous comparer celles qui sont un petit peu plus douces. Et celles qui font un peu plus dur. Si vous regardez son expression, elle n'a pas forcément l'air très contente. Voilà. On continue avec le roi de coupe. Alors sur celui-ci, il y a deux rois de coupe. Je trouve les deux intéressants. Je trouve qu'ils ne représentent pas la même facette du roi de coupe. Hop. On continue avec l'as d'épée. Donc l'épée est ici sur celui-ci. Donc ces quatre-là, assez traditionnels, une main qui tient l'épée. Et ici on a voilà, l'épée qui est
à portée de main pour le personnage. Et puis ici, on a davantage le côté mental qui ressort avec ce collage, cette clé. Voilà, sur quelque chose d'assez différent. Nous continuons avec le 2 des épées. Donc sur ces deux-là, pas d'épée représentée, mais l'idée de réflexion, d'entendre plusieurs sons de cloche et de devoir se concentrer. Voilà. Et puis celui-ci assez original dans le placement des épées, je trouve. Continue avec les 3 des épées. Alors sur ces deux-là, on a des cœurs anatomiques qui sont représentés. Ici, on a un cœur, le symbole du cœur. Et ici, voilà, la personne qui est touchée. Celui-ci, on a deux versions. On a aussi celle-ci. Donc, vous voyez, là, moi, je mettrais bien en comparaison, du coup, voilà, ces deux-là. Ces deux-là. Et ces trois-là, où on a vraiment la personne qui est blessée. Voilà, là où on voit la personne qui souffre. On continue avec le 4 des épées, souvent synonyme de repos, de faire une pause, de restaurer son énergie. Alors on a un côté très gisant, un petit peu comme dans une église, dans ces deux-là. Voilà, je trouve que ce sont les deux plus similaires au niveau de l'ambiance. Celui-là s'en rapproche aussi un petit peu, mais on est un peu zoomé dessus. Et puis là, voilà, on a quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, un personnage qui se repose. Le 5 des épées. Voilà, au niveau de l'ambiance de la carte, je rapprocherai bien ces deux-là. Et puis sinon, voilà, ces trois-là, on est un petit peu dans le même type de scène. Et celui-là, oui aussi, mais voilà, les autres personnages sont plus au loin, on y fait peut-être un petit peu moins attention. Continue, le 6 des épées. Le 7. Et le 8 avec l'idée d'enfermement dans ses idées, de frustration, de limite, limitation. Voilà. Personnage qui est attaché au rocher ici.
Ici, on retrouve la teinte rouge. Voilà. Hop. Je continue. Donc, on est au 9 d'épée qui représente les angoisses, les cauchemars, la difficulté à trouver le sommeil, voilà, les ruminations d'idées qui vous empêchent de dormir, etc. Voilà, au niveau du langage corporel, on est sur quelque chose de très similaire sur ces trois-là. Et puis donc là, on a des choses un petit peu différentes. Et le 10. Voilà, donc là, les plus proches visuellement, ça va être ces deux-là. Ensuite, on va voir ces deux-là. Et ces deux-là qui proposent une vision un petit peu différente. Le page des épées. Je vous dis qu'il a un côté sombre et effrayant, ce jeu. Voilà. Ensuite, c'est de là où on a l'idée d'instruction, de curiosité intellectuelle avec les livres. Voilà. Le cavalier des épées. Donc avec un cavalier vraiment très dynamique, ce qui est le cas, je trouve, dans ces 4 cartes. Vraiment l'idée de dynamisme, de vitesse. Et puis, voilà, un petit peu moins, je trouve, sur ces deux-là. On a l'idée de cavalier l'esprit, avec les lettres, le stylo, la plume acérée. On passe à la reine des épées. Donc, reine pas forcément très commode, hein, la reine des épées. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui en ressort de ces trois-là, en particulier. D'ailleurs, vous regarderez, c'est la tête du roi qu'on retrouvera sur la carte suivante. Oups. Vraiment pas très sympa, cette reine d'épée. Côté reine de cœur. Voilà. Et puis ici, avec la perspicacité, l'observation davantage. Alors, le roi. Donc, je vous disais que, oups, il a perdu la tête. Vous voyez, c'est bien lui. Voilà. Donc, ouais, il a quelque chose d'assez brut, assez violent, hein, le terrain volatile par rapport aux autres jeux. Je dirais que celui-ci aussi peut avoir un univers assez fort, hein, visuellement, graphiquement. Voilà, donc on a quand même une idée de sévérité, je trouve, dans ce roi des épées, hein, qui ressort. Ici, on a davantage le côté de l'honneur. La perspicacité aussi, avec le jeu sur l'œil. On a le côté érudit aussi.
intelligent. On continue avec la dernière série, donc les pentacles. Donc on retrouve des, voilà, des pentacles sur la plupart. Ici c'est symbolisé par cette plante, ici par ce coffre. Le 2 de pentacle avec l'idée de jongler, d'équilibre. Voilà, donc chacun une version un petit peu différente. Continue avec le 3 de pentacle, avec souvent l'idée de co-création, d'équipe, de commencer le travail, etc. Donc au niveau de l'architecture de la carte, je trouve que ces deux-là vont être peut-être les plus ressemblants. Ici, on retrouve aussi le côté artistique qu'on retrouve dans celui-là. Le 4. Le 5. Voilà, donc effectivement, on a un personnage pauvre ici, mais voilà, on a ceux-là qui continuent peut-être de prier, de demander quelque chose, et on a celui-là peut-être qui voit un petit peu l'espoir, la lumière. Voilà, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus positif, un peu différent. Voilà, ces deux-là, je trouve qu'ils vont un petit peu dans le même sens. Ensuite, clairement, ces deux-là sont les deux plus proches. Voilà, et puis celui-là. Alors, le 6 de pentacle, avec la générosité, le fait de donner. Celui-ci, c'est peut-être le moins proche, hein, celui qui s'éloigne le plus. Voilà. Ces deux-là vont être les plus proches. On retrouve la balance, etc. Les mendiants, c'est vraiment les deux plus ressemblants. Et puis ensuite, on va avoir voilà, quand même ceux-là qui vont être... donc moi, j'en propose 2 dans mon jeu. Et puis là aussi... et... pardon, celui-là, on l'a déjà fait. Voilà. Continue avec le 7 de pentacle. Alors, pour le coup, ça va être ces deux-là, je trouve,
les deux plus similaires. Hop. Même position des mains. Voilà. Et puis, voilà, je trouve que ces deux-là, on est un petit peu... Voilà, même ces trois-là, on est un peu dans la même énergie. Celle-ci est un petit peu différente. Continue le 8 de Pentacle. Donc vraiment, c'est sur ces quatre-là qu'on va être les plus similaires en termes de scènes représentées. Voilà. Et puis ici, un travail particulier, on va dire. Le 9 de Pentacle qui nous évoque le confort, la richesse, l'abondance. Voilà, je trouve qu'ici, il y a quelque chose d'assez similaire au niveau du cadre, du jardin, de la tenue. Voilà, j'étais assez contente de ce que j'avais trouvé. Ici aussi, on peut retrouver quelque chose d'assez similaire. Voilà, et pour les deux autres, enfin les trois autres, hop, hop, et voilà. On passe au 10 de Pentacle. Donc les deux plus similaires, je trouve, vont être ces deux-là. Voilà. Et ensuite, ici, on va avoir l'idée de partage, de transmission entre les générations. Également, enfin, de toute façon, c'est un peu là. Voilà, ici, c'est suggéré en dessous du personnage. Le page de Pentacle qui analyse le pentacle qu'il a sous les mains, qui réfléchit quoi en faire. Voilà, je trouve que les trois qui symbolisent le mieux cette énergie, qui se ressemblent le plus, ce sont ceux-là. Voilà, ici, on a une chaussure à la place du pentacle, mais il analyse, il observe son travail, il réfléchit à quel angle voilà, utiliser pour attaquer sa tâche. Et puis, voilà, ces trois-là. Celui-ci est beaucoup plus onirique, beaucoup plus psychologique, je dirais, comme jeu. Le cavalier de Pentacle, hein, qui est généralement vu comme le plus lent des cavaliers. Donc, pour le coup, celui-ci n'était pas si rapide que ça. Quoique, une fois sur sa monture, ça change peut-être. Mais voilà, on a un côté plus tranquille. Voilà, qui analyse son domaine, sur lequel il travaille. Voilà, qui est en charge de peut-être d'être une sorte de contremaître. Voilà, qui fait appliquer les choses, qui organise le travail, qui est fiable. Alors celui-ci est assez différent, je trouve. Celui-ci aussi, particulier. Ensuite, notre reine de Pentacle, donc on est bientôt à la fin, je vous rassure. Voilà, donc généreuse, bonne hôtesse, qui représente une certaine forme de fertilité, d'abondance aussi, qui incarne l'abondance. Alors, je trouve que celle-ci est intéressante à comparer avec celle-là, parce qu'on retrouve le petit lapin.
Voilà, on retrouve le trône aussi, le pentacle dans les mains. Voilà. Et puis, voilà, d'autres versions. Voilà, peut-être. Ah, d'ailleurs, ici, on retrouve aussi les petits lapins, j'avais pas vu. Voilà. Et roi de pentacle, donc il y en a deux dans celui-ci, il y en a un où c'est un cerf avec des pentacles, enfin des ronds dorés dans les cornes, mais je trouve que celle-ci, même si c'est une femme, fonctionne mieux en roi de pentacle au niveau de l'énergie. Donc voilà. Hop. D'ailleurs, au niveau des... Voilà, c'est ceux-là les trois plus ressemblants, je trouve. Voilà. Et notre dernier roi de pentacle, hop, que voilà. J'espère que vous avez aimé cette comparaison et que ça, voilà, ça illustre pour vous ce que c'est lorsque l'on parle d'énergie d'un jeu. Et puis aussi que si vous aviez envie d'acheter un jeu vintage, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous aimez dans le vintage. Est-ce que c'est vraiment le strictement vintage avec un jeu classique? Est-ce que c'est un jeu vintage mais revisité? Est-ce que c'est une esthétique particulière, par exemple art nouveau ou peinture ou gravure? Voilà, j'espère que ça vous aura été utile comme petit comparatif. Donc je vous ferai d'autres vidéos comme ça, comparaison de jeux côte à côte, pour justement voir un petit peu ce que ça peut être. Le prochain, je ferai avec les jeux enfantins. Voilà, avec des jeux à l'esprit enfantin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo avec moi. Si vous l'avez fait jusqu'au bout, eh bien je vous dis merci et bravo. Voilà, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Bisous à tous, bye.